On va pas chercher midi à 14h ce soir. C'est un fils de pute, un bâtard et un connard, ce que vous voulez. Bâtard, oui ou non? J'ai commencé comme ça, je vais dire c'est un enculé, c'est un bâtard, c'est un fils de pute, donc libérez mon client. Pour réviser le CRFPA, une seule fréquence, Radio Clémence. Radio Clémence. Hein, c'était juste pour l'arrivée, hein, on est d'accord. Bonsoir à tous. Ce soir, une énième émission spéciale puisque nous recevons Madame, une nouvelle membre de l'équipe de Radio Clémence et ce soir nous allons causer note de synthèse. Il y a un public de fous ce soir dans le studio. Bonsoir à tous. Par qui commencer? Oui, attention, le micro va être saturé, mais c'est très bien. Alors, on a plein de gens. Alors, qui on a? On a Pringles. Bonsoir, Pringles. Bonsoir. On a RF, on a Tsubasa. On a Chico. Chico, mesdames et messieurs. Et on a également Blabla. Ah bah Blabla, ça fait quand même quelques temps. Attendez. Et alors, on a plein de personnes du public. Attendez, que je compte. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes, 8, hein, je vais te compter, mais voilà. 8 personnes, c'est fou. Le studio est rempli. Nous faisons cette émission pendant que Narvalo est dans la cave. Vous avez fait la connaissance avec Narvalo la dernière fois, pendant que Chips est là. Et Chips est là ce soir. Et on peut la remercier de son assiduité. Donc, ce soir, deux émissions. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les publier, parce que je m'étais engagé à faire un par semaine, mais le 9 mars, on a déjà une candidate de prévue. Tu veux trouver un pseudo? D'accord, n'hésite pas à te présenter. Bah, Bibou, c'est Bibou, moi. c'est mignon. Bonsoir. Eh ben, écoutez, on salue déjà Bibou pour la prestation qu'elle fera la semaine prochaine en droit civil. Ah, c'est beau le standing ovation, c'est beau. Donc ce soir, deux émissions et nous allons commencer tout de suite en parlant de notes de synthèse. Alors pourquoi est-ce que j'ai parlé de Madame? Car Madame est une ancienne correctrice de l'IEJ, correctrice de la note de synthèse. Comment ça va Madame ce soir? Très bien, merci. Je suis un peu gênée, mais voilà. Mais non, il n'y a pas de quoi. Tu sais, on fait pas tellement de vues. Hein. Oui, bon. De vues, devrais-je dire, d'écoute. Enfin une honnêteté. On se dit tout dans Radio Clémence. Regardez, on est à 90 abonnés. Attendez, ça, Oh. on compte l'ex-tutor dans nos abonnés. C'est la grande fierté. Donc, c'est parti. Causons de cette terreur qu'est une note de synthèse. Pour ma part, ça a toujours été l'épreuve, c'est même pas la roulette russe, c'était l'épreuve subite. J'avais beau la préparer, j'avais beau en faire. J'ai toujours eu à titre personnel des difficultés, c'est la seule note que j'ai eu en dessous de la moyenne dans mon CRFPA, j'ai pris un 8. Tout va ça, t'avais pris combien? 9. Qui d'autre a passé le CRFPA ici? On a un membre du public qui a passé le CRFPA. Eh bien, On a eu 15. super, merci beaucoup, Pringles. C'est bon, du bon gros mytho. Non, on va considérer que t'as pris 15. Bon, en tout cas, je crois qu'on est tous d'accord. Ah, il a eu 11. Il a eu 11. Il a eu 11. Donc, c'est plus ou moins la Deux bête fois noire. plus que moi. La bête noire des étudiants, une méthodologie stricte et qu'on a parfois du mal à maîtriser, d'autant que nous avons eu une réforme, et on va en causer dès ce soir. Donc, je te laisse la parole, madame. Ne t'inquiète pas, on est là pour t'accompagner, tu vas pas faire un monologue, on est là pour toi. Et merci encore de faire cette intervention qui sera profitable à tous nos auditeurs et à nous-mêmes ici ce soir. Allez. C'est beau. Je dois avouer que je crois que c'est la première fois que je suis autant applaudie pour une note de synthèse. Généralement, c'est plutôt l'inverse. Donc, effectivement, c'est la première épreuve qu'on passe quand on passe le CRFPA. Ça dure 5 heures. Et donc, c'est sur un sujet généralement sciences politiques juridiques. Normalement, il était coefficient 2 et depuis cette année, il est coefficient 3 depuis l'arrêté du 17 octobre 2016 et du décret de la même date. Et donc, effectivement, il est dûment conseillé aux candidats
de réussir cette épreuve pour réussir le CRFPA, parce que techniquement, avec un coefficient de 3, je pense que si on rate cette épreuve, à part si on est brillantissime en spécialité, on a maintenant vraiment peu de chances d'être admissible Pour comprendre juste l'aspect des Examen. coefficients, les autres notes écrites sont à peu près à combien dans la réforme? les autres notes écrites. Alors n'hésitez pas, ça dépend du public qui veut intervenir. Alors, donc là, c'est l'article 5 du Code d'écrit, on est en droit, donc on cite tout. L'épreuve de droits et obligations, c'est COEF2, donc c'est aussi 5 heures combinées. Et l'épreuve de spécialité, c'est COEF2 aussi, donc c'est le plus gros D'accord. coefficient à l'écrit maintenant. C'est des choses, je crois, avant, mais non, c'est peut-être. Non, je crois qu'avant c'était le même coefficient 2 de 2, mais la procédure civile la procédure était fondue avec les obligations. Mais donc ouais, le note de synthèse du coup a un coefficient supérieur. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a trois choses sur lesquelles il faut faire attention. Le fond, la forme, et après, c'est l'exercice en lui-même quand on le réalise. Et là, il y a des techniques à développer pour réussir au mieux la note de synthèse, notamment au niveau du temps, parce que généralement, les candidats n'ont pas le temps de finir la note de synthèse, ou la bâcle, ou cassent les propos, et c'est encore un motif pour perdre des points. Donc, si vous voulez, on peut commencer par ça, et d'abord pour voir d'abord les problèmes de fond. Donc voilà, donc tout un chacun, si vous avez des questions au fur et à mesure de son intervention, n'hésitez pas. Hein. De votre propre expérience, que vous ayez à vous confronter ou non au CRFPA. Parce que la note de synthèse, finalement, c'est une épreuve qu'on retrouve dans plein de concours. L'ENM, on la retrouve, et dans beaucoup de concours de l'administration. Voilà. Alors, donc, depuis la réforme, c'est une épreuve qui est faite au niveau national, donc c'est-à-dire que c'est plus l'IEJ et le directeur de la matière qui détermine le sujet. Alors, ça peut être un mal comme un bien, mais maintenant c'est le cas. Ça veut dire une chose, c'est que les exigences, du coup, ne sont normalement plus locales, mais nationales. Et donc, malheureusement, pour ceux qui passent le CRFPA cette année, c'est une année un peu blanche parce que l'équipe qui corrige la note de synthèse n'a pas eu d'informations spécifiques quant aux exigences de correction. Donc, il y a certaines exigences qui sont tombées, et d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple maintenant. Mais néanmoins, il reste un certain nombre de flous. Par exemple, la question de savoir sur une grille de correction. La grille de correction, ça peut être très contraignant. C'était le cas les années précédentes, parce que ça demande beaucoup d'attention, mais en même temps, ça permet aussi à une correction égale par tous les correcteurs, parce qu'il y a plusieurs équipes. En moyenne, une correctrice ou un correcteur a combien de copies pour se donner à peu près la quantité? En fait, ça dépend du nombre ça dépend du nombre de correcteurs, d'équipes, parce qu'on est en binôme, et ça dépend aussi du nombre de candidats. La dernière fois, donc pour l'année 2016, on avait 60 copies à corriger en binôme avec un avocat. Et après, il y avait une harmonisation qui était faite, parce que donc on fait une harmonisation à bleu, puis après une harmonisation au niveau de l'ensemble des copies. Et voilà. Donc 60 copies sur 3 semaines à mois, ça fait un gros rendement parce qu'il faut à peu près 1 heure pour corriger une note de synthèse. Si on veut vraiment la corriger correctement, il faut à peu près 1 heure. Il faut compter 1 heure. Ouais. C'est important à prendre en compte dans la rédaction. Donc le fait qu'il faut particulièrement bien écrire pour ménager son correcteur, pour qu'il soit dans de bonnes conditions pour corriger. C'est vrai, on l'oubliera toujours, mais l'orthographe et la qualité d'écriture sont des mises, évidemment. Voilà. On parle du fond, de la forme. Peut-être on peut parler des nouvelles exigences déjà, Ouais. du CRFPA. Donc, a priori, c'est 5 pages. Je pense qu'il est toujours. Ça, c'est mon point de vue personnel. Il est toujours bien d'écrire 4 pages. C'est 4 pages, donc c'est parfait. Nickel. C'est pas ça 4 pages, donc De tu toute façon, recommandes d'écrire ça, quoi? ça commençait déjà à faire long, donc 4 pages. Ça veut dire que si vous dépassez d'une ligne, vous perdez des points. Alors, selon les correcteurs, selon les indications, ça peut être -1, -2, -3, -4, -5 le point. Donc techniquement, si c'est 5, -5, c'est fini. On a raté le CRFPA. Si on a -5 à la note de synthèse, c'est fini. C'est-à-dire qu'on commence à partir de 15. Et après, il y a un certain nombre d'éléments qui vont être décomptés également. Et donc, techniquement, c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre. Il n'y a plus de problématique aussi. Enfin, on ne pénalise pas, mais on ne valorise pas la problématique. Alors qu'avant, la problématique était essentielle. On comptait des points là-dessus. Maintenant, c'est plus forcément le cas. Donc, ça veut dire que c'est encore une facilité. Enfin, une facilité. Tout est relatif, mais c'est une facilité qui a été donnée aux candidats. Il y a une question maintenant pour la présentation de longueur de l'introduction. Donc, sur 4 pages.
Avant, l'exigence toulousaine était qu'elle ne soit pas plus longue qu'un sous-paragraphe. Maintenant, il faut qu'elle soit vraiment courte. Donc 10 lignes, c'est bien, voilà. Et elle doit être nécessairement articulée. Ça veut dire qu'elle doit permettre de présenter les développements. Et donc, ça, c'est les exigences de base. C'est donc pas plus de 4 pages, une introduction relativement courte, une problématique qui n'est pas forcément exigée, mais qui doit être, je pense, au moins apparente, mais sur lequel on n'aura pas d'exigence particulière. Et un plan, alors, c'est encore quelque chose qui est, je pense, très important dans cette réforme, c'est que nous, on se basait sur la problématique pour déterminer la qualité du plan. Et là, vu qu'il n'y a plus vraiment de problématique, il n'y a pas d'exigence sur la problématique, je pense qu'on sera forcément moins regardant, moins exigeant sur les intitulés du plan, parce que techniquement, l'une des pratiques qui était faite par l'ensemble des correcteurs, c'était que si le plan ne répond pas, les intitulés du plan ne répondent pas à la problématique, alors il y a des points en moins, nécessairement. Parce que techniquement, le plan, finalement, c'est un résumé de la réponse, et si la réponse ne répond pas à la problématique, c'est qu'il n'y a pas de réponse, qu'il n'y a pas de plan, donc c'est des points en moins. Donc à titre indicatif, le plan les années précédentes, donc c'est des 3 points. Mais est-ce que du coup, le fait que, dans tous les cas, puisque le plan est une exigence, est-ce que c'est pas, en conséquence, du coup, une exigence de formuler une problématique, d'une manière ou d'une autre? Ah, pardon, non, mais je disais que puisqu'il y a quand même une exigence de plan, et il faut que ce plan ait un sens, donc est-ce que dans l'introduction, c'est pas du coup tout de même une nécessité de formuler une problématique? Donc, même si c'est pas valorisé, est-ce que c'est quand même pas du coup de logique dans formuler? Ça me paraît nécessaire, mais c'est mon point de vue, donc... Je pense que c'est plutôt se tirer une balle dans le pied d'y aller sans problématique. Mais je sais pas. Moi, je me suis jamais confronté du coup à la de synthèse nouvelle mouture. Est-ce que vous, on a des personnes dans le public qui ont fait des notes de synthèse sous cet aspect-là. Est-ce que vous-même, vous avez formulé une problématique? Vite fait. Je pense que c'est qu'elle peut être plus simple que... Non, mais elle peut être plus simple en fait. Ouais. C'est pas obligé d'être une problématique Oui, genre pas très élaborée, Ouais. voilà, moi, je pense qu'il y a besoin de prendre moins de temps sur la problématique et que ça peut être un truc un peu bateau, tant que... Donc, voilà. À mon sens, c'est ça. Ou alors, Toujours une problématique, mais on a moins à appréhender sur cette question-là. C'est bon, je résume un peu. Voilà. ou alors une simple tension, sans formule interrogative. Oui, voilà, mais ça c'était toutes les fameuses questions Non, formatoires. mais si on veut pas faire apparaître de façon trop scolaire, vu que c'est plus demandé, Oui. on tensionne le sujet, ça me paraît En gros, indispensable avant l'annonce du plan. Après, pour être pragmatique, pour l'instant, l'exigence nationale, c'est pas vraiment problématique. Mais les correcteurs restent beaucoup. Ouais, voilà. Ça, oui, ça va créer une ambiguïté. Puisqu'il C'est y a un peu pas nos de- cobayes pour l'année 2017. Hein. Et puisqu'il n'y a pas de directive qui a été donnée pour l'instant, c'est un peu flou. Peut-être que ça vaut le coup de rester quand même relativement exigeant avec soi-même et de s'en tenir à la problématique. Ouais. Et si Jouer à la prudence. une problématique, voilà, en format interrogatif, avec un point d'interrogation. Et effectivement, comme l'a dit justement Pringles. il s'agit en fait, l'idée de la note de synthèse quand même, c'est au travers des documents, je trouvais en fait, un point de polémique en droit et de voir où il y a des tensions qui peuvent apparaître d'un point de vue sens politique, mais finalement qui seront retranscrites en droit puisque c'est une note de synthèse en droit. Donc effectivement, peut-être la problématique, ça permet de matérialiser véritablement la tension qui est censée se retrouver dans la note de synthèse. Ouais. Et du coup, il faut faire apparaître le plan toujours, avec 1 et 2 entre parenthèses, ou... Ouais, donc s'il faut faire ça, du coup, forcément, il faut tensionner juste avant. Ça paraît impossible de faire une... Parce que à mon époque, on présentait les documents, enfin, il fallait forcément présenter certains documents. Mais ça, je pense qu'on va y venir plus en détail. Ouais. Non, mais comme on était dans l'introduction. Donc oui, forcément, donc, voilà, pour l'introduction, une phrase d'accroche. L'idée, pour le côté pratique, c'est de retrouver un élément de citation dans les documents, puisque la note de synthèse est quelque chose d'objectif, ça ne peut pas être un apport personnel, donc c'est forcément écrit dans la note de synthèse. Et de trouver peut-être la citation à la fois la plus pratique, c'est-à-dire la plus... une statistique ou la citation d'un rapport public, quelque chose comme ça, et quelque chose qui soit représentatif du sujet qui a été soumis.
Comme ça, on gagne une ligne, parce que c'est comme ça, l'idée, c'est toujours de gagner des lignes pour ne pas dépasser. Parce que généralement, les candidats ont du mal à synthétiser. Alors, soit c'est trop synthétique, soit ça ne l'est pas assez. Mais bon, si vous avez du mal à synthétiser, l'idée de prendre la citation, c'est pas mal. Donc, une phrase accroche, les définitions du terme du sujet. En fait, finalement, c'est ce qu'on fait déjà en dissertation en temps normal. Hein, c'est pas... Bon, je pense qu'on y reviendra, mais est-ce que l'introduction, tu cites des documents dedans? Voilà, l'introduction n'est pas un apport personnel, donc tu mets phrase d'accroche, tu mets entre parenthèses, document, numéro 1, voilà, ça c'est... Je pense que c'est l'un des plus gros problèmes des candidats, et ça ils s'en rendent pas compte, c'est que normalement, chaque phrase qui est écrite doit faire l'objet d'une citation d'un document. Ce qui m'amène d'ailleurs à une autre question personnelle, moi j'avais été confronté à ça, est-ce que c'est bien vu de mettre deux phrases? Donc moi je mettais à chaque fois, après chaque phrase, entre parenthèses, doc, machin, mais moi je faisais en sorte, et ça me gênait beaucoup, de ne pas faire en sorte qu'une phrase, je sais pas, phrase numéro 1, document 1, et je faisais en sorte que la phrase qui suivait ne reprenne pas le même document. Ah non. Ce qui fait que des fois ça me limitait. Mais non, mais c'était stupide. Mais voilà, moi je me restreignais comme ça, et du coup je devais mettre des mini-phrases débiles de tel document pour pouvoir ressortir l'autre document précédent. Vous voyez, les nœuds à la tête. Ah oui, c'était très compliqué de faire comme ça. Surtout qu'on on reviendra sur la technique au moins de la note de synthèse, mais il s'agit de documents pivot. Et des fois, les documents pivot, il va être cité 20 fois. Donc, Mais toi, ça te choque pas si t'as un paragraphe entier avec 5 lignes qui est document 1? 5 lignes, mais 5 lignes avec un point, donc c'est-à-dire 5 phrases ou 5 phrases, à chaque fois, je te mets document 1, document 1, document 1, J'ai dû document 1. répéter à chaque fois, document 1. Ouais, pourquoi pas mettre document Je pense 1 que à si la tu fin avais des mis- 5 lignes? Oui, Oui. moi c'est très bien. Plutôt que de mettre. Et alors, oui, mais la consigne, c'est de mettre un document Non. pour chaque Oui, ligne. mais le correcteur. Alors, sinon, c'est pas. Alors, si. Enfin, l'idéal, c'est de faire ça. Il y en a qui arrivent à le faire. Parce que finalement, si vous écrivez une phrase, c'est une interprétation. Alors, soit s'il n'y a pas de document, c'est une interprétation, soit c'est quelque chose, c'est une réflexion que vous tirez d'un document, et dans ce cas-là, le document peut être cité. Donc, normalement, l'extrême justesse voudrait qu'il n'y ait aucune phrase sans document. Parce que tout le raisonnement se tient au sein même des pages, en fait. Là, avant, ça pouvait aller jusqu'à 60-80 pages parfois. Là, la note de synthèse, ça ne dépassera pas 30 ou 40 pages. Donc, dans les 30 ou 40 pages, il y a forcément des connexions dans les réflexions et la possibilité de citer tous les documents. Mais alors, très très rares sont les candidats qui arrivent à faire ça. Très très rares. Bah, moi, je le faisais, mais bon, du coup, je ne devais pas donner des super notes de synthèse, j'ai jamais eu le moyen. Mais après, nous, on a vu les grilles de correction qu'on a eues pour la note de synthèse qu'on a fait. À chaque fois qu'on a oublié de citer un document parmi tous ceux qui existent, on a moins un point. Ouais, mais ça, c'est autre chose encore. Ah oui, et on a des points en moins quand il n'y a pas assez de chiffres aussi. C'est pas le chiffre, c'est la contextualisation avec des données, des données statistiques. statistiques. Oui, ils adorent ça. Oui. On a les Ok, non, pardon, voilà, c'est pas qu'on veut bousculer l'intervention, mais c'est pour rendre vivant. C'est Voilà. pour dire que dans tous les cas, on va reparler. Soit vous voulez en faire maintenant, soit on va reparler. Comme tu veux. Effectivement, quand on fait ça. C'est ton émission spéciale. Effectivement, il faut citer tous les documents. Et nous, en tant que correcteur, quand on commence une note de synthèse, la première chose qu'on fait, s'il y a 15 documents, on prend une feuille, on écrit les 15 documents, et au fur et à mesure qu'on lit, on bat les documents en disant non, c'est bon, ils ont tous été cités. Donc si vous en voulez en citer un, c'est moins 1. Donc pour l'instant, c'est moins 1. C'est comme ça, il n'y a pas de directive nationale, donc c'est moins 1. Et effectivement, il suffit que vous passiez d'une ligne votre copie, et que vous avez 3 documents, vous partez à moins 4, vous avez raté votre plan, vous perdez 3 points, vous continuez à moins 7. À moins 7, il suffit que vous manquiez des éléments essentiels de la note de synthèse. Et je ne sais pas, dans l'équivalent 5, vous êtes déjà à moins 12. Et bon, voilà, c'est bien. En fait, on va faire un peu de manière dégressive. Donc c'est un peu compliqué, donc il faut oublier le document, effectivement. C'est vraiment la première chose qu'il faut faire. Et si vous voulez, on reviendra sur la technique pour faire en sorte de vraiment n'oublier aucun pendant la note de synthèse. Ouais, impératif, ne jamais oublier un seul document. Et effectivement, il y a une exigence de citation. Donc en fait, il faut se rendre compte que c'est le mélange du fond et de la forme. Donc le fond, ça va être les apports juridiques, les apports scientifiques, les apports sciences politiques, et la forme, ça va être citer un rapporteur, donner des chiffres, donner des éléments historiques, etc. etc. Et c'est ce qui donne justement tout l'aspect concret de synthèse. Et il arrive que certains candidats ne fassent pas suffisamment de citations, mais c'est plutôt rare. Généralement, ils ont vite intégré l'idée et ils se rendent compte que c'est vraiment une manière de citer. C'est très pratique pour citer tous les documents.
Donc généralement, ça passe quoi. Ça, c'est pas trop problématique. Donc il faut faire un plan, pour venir au plan en donc 2 parties de sous-parties. Question. On a un candidat ici, Jimbo, qui n'est pas là. On le salue, il est reparti à l'ENM à Bordeaux, qui je crois avait pris 11 ou 12, mais qui avait eu le CRP avec... Il a pris 13, merci, tu vois ça. Et lui, il faisait des intraplans. Il la faisait A1, A2. Alors, bon, moi je l'ai appliqué, ça, et sauf que moi je le faisais apparent. Lui, non. Mais voilà, est-ce que toi, si jamais c'était le plan apparent, de faire un petit 1, parce que nous dans notre stratégie, voilà, l'idée c'est du coup tu résumes tes documents en 8 idées. En fait, généralement tu trouves 8 idées, ça te permet de les synthétiser. Si jamais on fait un petit 1 et un petit 2, parce que pour toi c'est un défaut, comment est-ce que tu réagis? Matérialiser, c'est-à-dire qu'on voit le... Ouais. Moi, ma foi, si c'est plus gros et que ça tient la route, il n'y a pas de raison d'être... au contraire, l'idée d'un lab de synthèse, c'est de se laisser séduire par le plan, donc au contraire. Donc moi, si c'est cohérent, après si on voit que c'est un découpage complètement artificiel, ça passera moins. Oui, moi je trouve juste que ça risque de... Enfin, ça fait perdre beaucoup de temps de rechercher encore 4 titres en plus. En fait, aussi. généralement tu les trouves assez vite. Ouais. Et par stratégie, moi ça m'a beaucoup aidé. Alors, je sais bien, moi j'ai fini avec un 8. Mais... Ouais, ça va, 8, il y a pire, hein, notre note de synthèse, je pourrais en être fier. Ayez 8 d'abord. Mais c'est en fait, c'est pas complètement débile de se dire, ok, il y a 8 idées à trouver. Après, pour trouver un titre, au bout d'un moment, à force de pratiquer, tu trouves les termes, la rétrospective de machin, enfin, tu le sens, il y a un certain feeling pour trouver un titre, et t'es moins exigeant avec les petits titres comme ça que vers les gros machins. L'un des autres problèmes par rapport à des petits 1 et des petits 2, c'est un problématique de place. Parce qu'il suffit de sauter une ligne, ouais. et effectivement. Et là déjà, c'est de la place qu'on perd. Alors ça peut être très bien vu, mais si le correcteur se dit il fait ça pour perdre de la place, ça sera forcément sanctionné. À un moment donné, ça sera sanctionné. Et à l'inverse, il y a des candidats qui tassent leur copie, donc qui écrivent tout petit, parce qu'en fait, ils n'ont pas suffisamment une grande capacité de synthèse. Et là aussi, ça leur sera reproché. Faut que ça reste cohérent. C'est vrai qu'il faut avoir une visualisation de ce qu'on écrit. C'est ça aussi la difficulté. La quantité, ouais. Surtout à 4 pages. Ouais. 4 pages, c'est chaud. Ouais. En même temps, quand moi je l'ai passé à l'IEG Lipo, c'était 4 pages. Et t'arrives à faire les titres apparents en 4 pages. Ouais. Alors je te dis, par contre, généralement, mes notes de synthèse s'arrêtaient pile. Hein. C'est genre, je ne peux pas rajouter un mot de plus. Mais après, c'était pas tassé. Franchement, je pense qu'il devait y avoir une part de chance. Je pense que vers la moitié de la copie, je me rendais compte, ok, vas-y, commence un petit peu à réduire, commence déjà à songer tes phrases. Ouais, sous les lames, quoi. Et d'ailleurs, je recommande, c'est pas que je veux faire un placement de produit, mais faire une note de synthèse au stylo Bic, il faut être malade. Je veux dire, il faut utiliser un stylo, à mon avis, qui s'efface. Je pense que la qualité de la copie, si on commence à utiliser du blanco, des ratures, tout ça, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Mais... Bah, ça dépend, si on passe la moitié de la copie sous le blanco, oui, ça va pas le faire. Et de la même manière, si on passe l'effaceur sur la moitié de la copie, ça ne va pas le faire. Parce qu'il y en a qui le font. Moi, il n'y a pas une trace de blanco, hein, du coup, je vais pas citer la marque ici, mais il y a des stylos qui, tu frottes et ça marche. Alors, de manière préventive, ça peut être intéressant de faire 2 choses. Alors moi, je le dis encore aux étudiants, et des fois, je pense qu'ils me prennent un peu pour une folle, mais pour certains, bosser la calligraphie, parce que certains ont des écritures qui sont infâmes, ou alors des écritures qui ne sont pas forcément moches à regarder, mais qui sont difficilement lisibles. Et le problème, c'est qu'au bout de la 40e copie, on a l'œil qui pleure et on n'a plus forcément envie de lire. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans de bonnes conditions pour corriger. Donc ça, première chose, bosser sa calligraphie. Certains vont me dire oui, mais j'écris mal depuis que je suis petit. Non, mais c'est important, c'est important. Deuxième chose, trouver le bon stylo, quitte à essayer 4-5 stylos différents, parce que certains bavent, certains écrivent très gros. Donc si on a une écriture, si on écrit déjà très large, et qu'on a un stylo qui écrit gros, bon, c'est pas terrible, et généralement par rapport au titre, c'est vrai que finalement c'est souvent le même vocable, et donc peut-être essayer de trouver, de lire, au fur et à mesure des titres, essayer de lire même dans des thèses, hein, dans les mémoires, les tournures de phrases, qu'on essaye d'enregistrer, de mémoriser, tout à fait. Et qu'on pourra toujours utiliser au moment
l'examen, oui, mythe ou réalité, Ouais, ouais, c'est que des très termes comme ça qui sont toujours restituables. Et ça, je pense que ça fait gagner du temps sur la construction du plan. Tout à fait. Moi d'ailleurs, pas spécialement que je vais parler de moi ce soir, mais quand j'étais gosse, j'avais des problèmes d'écriture. C'est pas tant qu'en soi je formais mal mes lettres, mais quand je les reliais entre elles pour former des mots, ça donnait un résultat qui n'était pas terrible. Du coup, quand je suis rentré à la fac, je me suis forcé à faire un truc qui était au début pas très beau, mais en fait je détachais presque chacune de mes lettres. En fait, je me formais, voilà, si je faisais en sorte que, je sais pas moi, Comme les le Anglais. R soit pas relié au A, mais avec un espace quand même serré. Et du coup, au bout d'un moment, on adopte cette stratégie-là, on peut commencer à les relier entre elles, mais vraiment de songer le mot lettre par lettre, et peut-être ça rejoint ton idée de faire de la calligraphie, moi j'en ai fait, mais c'est vrai que de prendre conscience, au final, on ne rend que quelque chose ce qu'on a écrit, c'est aussi bête que ça, hein, peu importe la réflexion, on rend une copie. C'est beau ce que tu viens de dire. Ah oui, mais j'en dis plein, mais je dis ces choses. C'est tout, voilà, ça t'as toujours été là pour me soutenir. Une autre chose que je pense primordiale, incontournable plutôt, c'est faire un guiding. Parce que le guiding, ça empêche. Je sais pas ce que c'est. Alors, un guiding, tu prends une feuille, tu prends une règle, Ah oui, ça oui. détermines la Pour écrire longueur, droit. et tu Tout à traces fait. des lignes droites. Ah ouais, Et donc, c'est ce que je soit on arrive dans l'examen, soit on l'a pas fait et on le fait pendant l'heure où on reste dans la salle avant de commencer, soit on l'a fait avant. On Mais va non, voir, tu peux pas l'amener avant. on va Voilà. voir gentiment le personnage encadrant et on leur dit voilà, voici ma feuille. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, en une heure, on a largement le temps de faire un guiding. Et on choisit le bon intervalle. Par exemple, l'intervalle de 1 cm, c'est énorme, surtout quand on n'a que 4 pages. Et un intervalle de 0,5, c'est petit, c'est vraiment petit. Donc la technique, moi c'est ce que j'avais fait, 7 mm, voilà, c'est ni trop petit ni pas assez. Et ça force à écrire droit et à garder la même marge parce que faut vraiment dire une chose, c'est que c'est une image que j'en ai utilisée. La copie, c'est comme quand on se présente à l'entretien d'embauche. Est-ce qu'on viendrait en entretien d'embauche en étant débraillé, les cheveux gras, en n'étant pas lavé, en ayant bu 4 cafés, fumé 3 cigarettes? On le ferait pas forcément. Donc c'est la même chose, la note de synthèse, elle doit être nickel, elle doit être super propre parce que c'est la première approche qu'on a vis-à-vis du candidat. Et il suffit que ça soit sale, et déjà on se dit bon, il y a des ratures, c'est pas écrit droit, bon, il n'est pas soigné. C'est pas terrible. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment que ce soit hyper soigné et le guiding, ça permet On n'insiste jamais assez là-dessus. de se comprendre. Ah mais c'est fondamental, je pense que ouais, c'est la essentiel. moitié de la note, c'est Mais on la n'y songe pas. présentation. Vraiment. C'est sérieusement ici, qui s'est pris la tête durant ces premières années de droit à dire ah ouais, faut que je passe un Gimi. Excusez-moi, j'ai le casque du coup j'entends pas tout partout. Mais ouais, il faut y songer. Et ça a l'air, c'est bête, mais il y a que ça presque. Enfin, je veux dire, c'est tellement essentiel. Sinon, tu les rends à l'ordi, moi, c'est ce que je faisais. Non, mais pour rejoindre Madame Madame, c'est que ça joue énormément. En fait. Quand on corrige avec Pringles des copies aussi, pareil d'étudiants, la première impression de la copie, c'est déjà si c'est très beau, bien présenté, bien écrit, c'est aéré, etc. Du coup, on corrige avec de bonnes dispositions et inconsciemment, mine de rien, on essaie toujours de valoriser la copie, alors que des copies Donc, peuvent être c'est très pas bonnes tellement dans qu'on le va la contenu. pénaliser, mais on lui fera pas de cadeau, quoi. C'est Exactement. tandis Ça qu'une va belle être copie, très on dira compliqué. ouais, mais on voit qu'il y a des connaissances, voilà. On va être sympa. Au bout de la 50e copie, s'il faut tout déchiffrer, Surtout, ouais, s'il faut une heure dessus, ouais, je m'en rendais pas compte. Et puis, surtout, on se dit, pour certains, quand on passe l'examen d'avocat, on sait qu'ils ont investi un certain montant dans une prépa et dans une prépa privée. Ça peut revenir à plusieurs milliers d'euros. Et on se dit que finalement, pas faire l'effort d'écrire correctement, c'est quand même dommage. Ouais, c'est ultra pénalisant. Et moi, des fois, j'ai envie de agacée, je me dis, mais ils le font exprès, ils n'ont pas de correction. Parce que moi, je trouve que c'est irrespectueux quand on écrit aussi mal et on se dit, bon, bah, il finira bien par déchiffrer finalement. C'est pas correct et les correcteurs n'apprécient pas ça. Et surtout, les correcteurs, en l'occurrence, c'est eux qui ont quand même la capacité de donner des notes et finalement d'attribuer le CRFPA. C'est quand même important de se soumettre à cette exigence-là. Très important d'être revenu là-dessus. On est bon sur la forme? Du coup, d'autres éléments. Moi j'avais juste concrètement, du coup, quand on arrive, si on n'a pas pu préparer avant sa copie, on fait des lignes ou crée un papier sur la copie qu'on a. Je te conseille pas de faire en papier, tu fais au stylo noir. Parce que tu vas le mettre sous la feuille. Sur une feuille de brouillon, on prend une règle et
on fait ça sur une feuille de brouillon. Après, on insiste bien sur les lignes pour qu'elles soient apparentes sous la feuille. Et en fait, en calque, on peut voir la feuille dessous. Donc après, il y a des autres éléments. Alors là, je pense que ça va ouvrir un débat, l'orthographe. Alors, franchement, il est rare quand on ne retire pas au moins un point de copie. Sachant que la tolérance était 4 fautes sur 4 pages, il est très rare parce qu'il y a des fautes qui commencent à apparaître que les étudiants ne faisaient pas avant, comme par exemple vis-à-vis et les tirés. C'est-à-dire, où les tirés, la plupart des étudiants, des candidats ne le font pas. Et puis des fautes plus subtiles mais qui sont importantes parce que ça montre sa capacité, son expression écrite, le malgré que qui est interdit, palier A qui est interdit parce que c'est pas français. Et ces petits détails. Moi je sais aussi que par exemple le Conseil d'État, quand on met un C minuscule à conseil, c'est quelque chose qui me perturbe. Ah oui, c'est chaud. Mais Et ça, c'est là où je vais faire intervenir Chico, chargé de TD et latiniste. Exactement, donc il faut rappeler la règle posée par l'Académie française relativement aux majuscules ou aux minuscules dans les noms des juridictions. On met une majuscule, et c'est important de le rappeler si c'est pardon. On peut rappeler d'ailleurs que tu as écrit à l'Académie française pour avoir la réponse. Quoi? Attends, je veux savoir ça. Alors c'est vrai, j'avais un doute parce que voilà, il faut le rappeler. J'ai écrit à l'Académie française pour avoir une réponse et on m'a très aimablement répondu en m'expliquant quelle était la règle. À quelle question? Alors, la question est la suivante. Dans quel cas mettons des majuscules au nom des juridictions? Alors on met une majuscule si c'est une juridiction qui est unique. Donc on mettra une majuscule, comme l'a dit madame, à Conseil d'État, Cour de cassation, tribunal des conflits, Conseil constitutionnel, sans rentrer dans le débat, est-ce que c'est une juridiction ou pas. Mais la Cour d'appel de Toulouse, on ne mettra pas le majuscule. Moi, c'est sur la règle de la typographie française, elle est exactement l'inverse. Mais c'est unique. Quand on dit, moi, ce que je comprends, c'est quand on dit la Cour d'appel de Toulouse, et c'est ce que j'ai vu dans les règles de la typographie française, vu que c'est une juridiction unique, c'est la Cour d'appel de Toulouse. Alors il y a un C majuscule et un A minuscule par appel. Et quand on dit les cours d'appel, c'est C minuscule, cour et appel pareil, parce que finalement, il y a plein de cours d'appel. C'est bien l'Académie française, pas une autre académie. Non, je vais y revenir, mais il me semble que parmi les exemples donnés, il y avait le tribunal de commerce de Toulouse ou la cour d'appel de Paris, et il me semble qu'il mettait une minuscule. Non, ça me paraît logique ce que tu dis, mais après, exigeant. Alors il y a un combat alors d'autorité parce que il y a les règles de la typographie française qui sont faites par l'imprimerie de France, et donc qui imprime les documents officiels, et eux, dans ces documents-là, ils disaient justement on va mettre le C minuscule quand c'est plusieurs juridictions, et le C majuscule quand c'est la juridiction précisément d'une juridictions. Ouais, moi j'ai une question avec la récente réforme de l'orthographe. Au final, est-ce que les correcteurs ils sont mis à jour là-dessus? Non, mais parce que finalement, peut-être que ce qui était considéré avant comme une faute d'orthographe, aujourd'hui, est accepté. Alors, il y a quelques mots qui ont fait l'objet Haricot, par exemple. Racine, PH, on a supprimé le PH pour mettre nénuphar, maintenant on peut mettre un F. Donc au final, bon, je sais pas pourquoi il y aurait le mot nénuphar dans une copie de la synthèse du Sarda, mais imaginons. Un nénuphar qui mangerait un haricot, c'est dans mon document. Mais donc du coup, est-ce que du coup les correcteurs sont à jour de la réforme d'orthographe? Tout à fait, ils sont à jour, bien sûr. Oui. Voilà. Parce que c'est Alors après, il ne faudra pas non plus compter comme faux les gens qui écrivent selon l'ancienne orthographe. Non, mais j'ai pas dit compter comme faux. Et je veux dire, c'est considéré avant comme une faute d'orthographe et qui aujourd'hui est toléré par la réforme d'orthographe. Je ne dis pas compter comme faux l'ancienne. Je rentre pas dans ce débat, mais néanmoins, si vous voulez approfondir le sujet sur la réforme de l'orthographe, sachez qu'il y a un youtubeur Linguisticae qui a expliqué que nombre de réformes de l'orthographe étaient parfaitement justifiées, notamment dans cette histoire de nénuphar, que le PH a souvent été presque une masturbation intellectuelle du 19e, on a voulu en foutre partout, alors que historiquement c'était F. Ouais, donc c'est pas forcément à tirer à boulet rouge cette réforme, mais on n'est pas là pour en parler. Je vous renvoie à Linguisticae, qui est un excellent youtubeur. Sur la forme Ouais, sur la forme, alors pour revenir rapidement sur les titres, il est déconseillé de commencer un grand 1, un grand 2 ou un grand A ou un grand B en fin de feuille, c'est-à-dire qu'on mette l'intitulé et qu'on commence à écrire le contenu en début de l'autre page, ça se fait pas. Et donc voilà, il faut vraiment faire attention aux fautes d'orthographe. Est-ce qu'il y a une solution à ça? C'est pendant toute l'année, et tout le temps, même s'inscrire au projet Voltaire, mais c'est vraiment de régler ce problème-là.
Et après, il y a la vieille technique d'écrire des phrases courtes. Généralement, ça limite les dommages. Et une très très bonne technique, et ça, par contre, c'est labellisé par la note de synthèse. On est censé faire beaucoup de citations de documents. Ça, les candidats ont tendance à peu le faire, à plutôt reformuler, ce qui normalement n'est pas conseillé, voire pas autorisé. Mais en fait, il faudrait directement écrire entre guillemets, et donc pas entre ces fameux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est anglo-saxon. Voilà, donc les guillemets, c'est vraiment les guillemets français. Donc Ah ouais. parce qu'en fait, les deux apostrophes, c'est anglais. C'est anglo-saxon. Et alors, c'est permis lorsque c'est à l'intérieur des... Voilà, exactement. Et on en L'intérieur profite. d'une station. MR, ça n'existe pas en C'est français. Mister. Monsieur, c'est M. Point. De la même manière, certains marquent, je sais pas moi, Valls, alors que Valls est encore en vie, donc on écrit Manuel Valls. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on n'écrit pas Emmanuel Valls, parce qu'il y a beaucoup de cas dans des copies où beaucoup ont écrit Emmanuel Valls, alors que c'est pas son vrai prénom. Donc on marque Manuel Valls, ou on marque, quand il est encore en vie, on met son prénom. Quand il est mort, on a le droit à mettre son prénom. C'est des détails, mais finalement, mais surtout, il s'agit de séduire son correcteur, donc de montrer qu'on a de la culture. Et la culture, ça passe notamment par l'expression écrite. Donc, savoir ce genre de détails. D'ailleurs, pour l'orthographe, là, c'est sérieux. Une petite technique, c'est en fait de relire sa copie à l'envers. C'était un prof de français qui me l'avait dit. Et du coup, par conséquent, on se focalise beaucoup plus sur l'orthographe et non sur le sens des phrases que l'on a indiquées. Du coup, on commence par la 4e page, on prend un paragraphe au milieu au hasard d'un note de synthèse et on remonte jusqu'au titre. Et ensuite, on redémarre comme ça et du coup, on se focalise que sur l'orthographe. Il a fini académicien, non? Donc après, voilà, si on fait des citations, si on fait davantage de citations, ça permet aussi de faire moins de fautes. C'est pas mal. Et effectivement, sans tenir vraiment aux mots employés, parce que les candidats, dans la précipitation, ont tendance à réécrire les termes, à inventer les termes. Marseille avec un S, malgré avec un S. Enfin, vraiment, on voit toutes les couleurs, donc il faut se relire. C'est-à-dire que sur ces 5 heures, il faut nécessairement compter du temps pour se relire. Et autre chose, les mots qui ne sont pas en français sont écrits en italique. Donc les mots latins. Comment tu fais? Tu tournes la page? Tu es en train d'écrire en Time News roman. Toutes les expressions et les locutions latines doivent être écrites en en anglais, en allemand, c'est écrit en italique. Tout ce qui n'est pas écrit en langue française doit être écrit en italique. Je comprends pas écrire en italique au stylo. C'est-à-dire écrire penché. Toutes les locutions, les expressions latines. Parce que par exemple, les titres, on les souligne quand on écrit à la main et on les met en italique lorsqu'on écrit à la main. La seule chose que l'on peut souligner dans la note de synthèse, c'est les titres. Et il est conseillé de souligner, il est vivement conseillé de souligner les documents. Ah oui, bien sûr. Parce que ça permet de visualiser. Moi, je mettais doc numéro 1, par exemple. Je suis en train d'essayer, c'est impossible. Et à ce titre. Merci, tiens, attends, on va te récupérer, Pringles, on te met à l'épreuve. Pringles a 10 minutes pour écrire en italique. Tu m'écris Glion. Et de la même manière, certains candidats. Glion, c'est avec 2 P. Ouais, attendez, laissez-la. Attendez. On a une intervention de qualité. Et de la même manière, certains candidats, quand ils écrivent, ils marquent entre parenthèses document 1, article Le Monde, date, etc. Ça, c'est une perte de temps. C'est trop. Ça, il faut le faire, mais en début de phrase, en fait. Comme l'évoque tel magistrat qui a rédigé un article dans le journal Le Monde, en date de temps, hop, vous ouvrez les guillemets, vous faites votre citation, vous fermez vos guillemets, entre parenthèses, d'aucun. Et c'est souvent les étudiants, enfin les candidats réécrivent ça. Et c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, surtout qu'en plus ça n'a pas de cohérence au niveau de la lecture, donc c'est pas peine de le faire. Sur la forme, on a fait le tour? A priori, pas mettre de petits cœurs sur les i. Cet aspect-là? Et pas écrire une seule couleur de style. Oui, mais... Ah oui, mais bon, il y en a qui font vraiment des arbres de Noël. Ce qui veut dire que ce qui est intéressant, c'est changer de cartouche avant la rédaction, qu'elle soit neuve. Parce que si ta l'encre diminue au fur et à mesure, et ça a l'air bête, mais c'est vraiment pas beau. Quand en plein milieu de copie, tu changes de cartouche. Et surtout, ça peut être considéré comme une rupture d'anonymat parce qu'il y a différentes couleurs. Ça pose problème. Non, mais c'est interdit de toute façon. C'est interdit. Moi, j'ai eu le cas en mois de septembre. J'ai soumis la copie au responsable et je lui dis bon, fais comment, parce que ça peut être considéré comme une volonté d'être reconnu par un correcteur. Donc c'est vraiment interdit. Voilà. Et pas de rouge. Hein. Voilà.
Ouais, donc, Ouais, mais la l'écriture note. proba de tomber sur le correcteur qui est celui que tu souhaites me paraît faible. Donc je Oui, trouve que. Bon, mais ouais. c'est une question de. Oui, c'est une la question de règle, principe. c'est dans la charte de Ah, l'examen. non. Pour peu que tu sais, tu tombes sur un correcteur zélé, Oui. prends pas le risque. Hein. Non, c'est L'examen, tu peux le passer que 3 fois, tu dépenser des sous et l'occasion pour le pouvoir privé. 2 fois, non à travers la 3, proba me paraît Trois, actuellement faible. Oui, mais elle est toujours existante. Tant que la probabilité existe. Ouais, Et enfin, donc la règle. pour les dernières règles, donc il y a des points qui sont enlevés aux fautes de français. Donc ça veut dire que vraiment. Et puis vraiment, c'est rédhibitoire. Un -2, c'est rédhibitoire. Sachant que vraiment, quand le correcteur est excédé, il peut mettre, et c'est justifié, hein, un moins supplémentaire pour le manque de rigueur juridique, parce que la langue, l'expression juridique exige de savoir s'exprimer correctement en français, voire parfaitement, c'est rarement le cas. Donc ça, on peut aller jusqu'à -3, et là c'est vraiment problématique. Donc il y a jusqu'à -3. Après, là c'est devenu -1 maintenant pour le français, dans les nouvelles grilles à Toulouse, mais bon, ça c'est quand même -1, c'est quand même important. Donc que 4 pages, si on dépasse 4 pages, on a des points en moins. Là en l'occurrence, c'est -2 points, mais c'est quand même important. Surtout que ça ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Moi, je sais que ce que je faisais, c'est qu'avant même de rédiger, en fait, sur la feuille sur laquelle j'allais rédiger, je délimitais en disant, là, je ne peux pas dépasser l'introduction. Là, forcément, ça fera la taille de mon A, ça fera la taille de mon B, ça fera la taille de mon A, ça fera la taille de mon B. Et comme ça, en fait, je prédécoupais. Et je me disais, voilà, mon développement devra forcément être conclu en supposant 10 lignes, pas plus. Et au moins, ça m'empêchait vraiment de dépasser. Donc, les copies doivent être numérotées, donc 1 sur 2, 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4. Parce que, en fait, des fois, bon, maintenant, c'est que 4 pages, mais quand il y avait encore l'époque de l'intercalaire, il arrivait que les candidats commencent par écrire sur l'intercalaire et reviennent après sur la copie principale. Et nous, des fois, on n'arrive pas à suivre. Et surtout, on peut suivre, on peut vite se remettre à jour et savoir où on en est, mais on n'a pas forcément envie de le faire, et ça ne met pas le correcteur dans de bonnes conditions, donc il ne faut pas le faire. Enfin, il faut citer effectivement tous les documents, donc ça va pas aller de -1 à -5 selon les correcteurs, mais -5 c'est rédhibitoire bien sûr. Et là c'est je pense l'un des points les plus importants, il y a la problématique de l'ajout. Donc une note de synthèse, la particularité de la note de synthèse, c'est que c'est nécessairement objectif. Et dès qu'il y a un ajout, et c'est très facile à voir en plus, parce que ça se sent, dès qu'il y a un ajout, ça peut aller jusqu'à -2. Un adjectif un peu trop personnel, qu'on ne retrouve pas dans le document, bam, ça l'ajoute. Voilà. Faire attention aux adjectifs. Et c'est pour ça qu'il est conseillé de citer tous les documents pour chaque phrase, parce que des fois on se demande si c'est un ajout. Et si le correcteur doit aller chercher dans la note de synthèse pour aller vérifier que ce n'est pas un ajout, sachant que parfois il y a 15 documents, donc il faut chercher dans 15 documents, s'il fait ça, ça ne met pas dans de bonnes conditions pour mettre une note correcte. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est conseillé de noter les documents. Il en faut de la vaillance pour être correcteur de note de synthèse. Je ne me rendais pas compte, mais D'autant que c'est rude de la subir, mais alors la corriger, je pense que c'est encore pire. D'autant qu'il faut lire la note de synthèse d'abord, puis après corriger, et vu qu'il faut au moins 1 heure pour corriger une note, entre 40 minutes et 1 heure, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. C'est pour ça qu'on est particulièrement exigeant en retour, on attend vraiment que le correcteur que l'étudiant soit autant donné, quoi. Et de la même manière, quand vous avez fini de rédiger, il est formellement déconseillé d'ajouter une phrase au sein d'un paragraphe parce qu'on a oublié de citer un document. C'est pour ça qu'il y a aussi des techniques au moment de la rédaction pour éviter de faire ça. Genre la petite astérix? Alors là, oui, l'astérix, ou même écrire entre lignes en se disant, hop là, j'avais oublié ce document-là, je vais le placer là. Ou alors ceux encore qui sont encore plus, c'est très condamnable aussi, ceux qui disent comme l'a établi la jurisprudence du Conseil d'État, et puis en date du 3 juillet 2000, et entre parenthèses doc 7, parce que finalement le document ils n'ont pas lu. Et du coup, ils mettent un document comme ça, mais finalement on appelle ça c'est un ajout et c'est un oubli de document, parce qu'ils n'ont pas lu le document, on le voit, d'autant plus que généralement, à l'époque de la note de synthèse locale, normalement toutes les jurisprudences étaient, au moins l'attente du principe, étaient citées dans un autre document. Donc finalement, les documents qui étaient des jurisprudences, des décisions, il fallait même les lire qu'à moitié, parce que la partie la plus importante, l'attente du principe, ou l'élément qui nous intéressait par rapport à la note de synthèse, se retrouvait dans un autre document.
Et donc le candidat qui insère une phrase en plein milieu et qui cite la décision sans citer du contenu, c'est clairement un oubli de document. Et donc ça c'est moins déjà. Donc ça peut aller vite. Voilà. Et ça arrive souvent. Hein, de dire, voilà, de citer, de marquer un document aussi. Doc 1, et puis donc entre parenthèses, doc 1, doc 2, doc 3, doc 4. Puis le 4, il l'a pas lu. Et il espère que finalement ça Ouais, il l'a glissé, quoi. Voilà. Ça aussi, ça se voit. Bon, à part si on a été suffisamment malin. Après, c'est le jeu hein, du chat et la souris, mais ça peut se voir. Et si ça se voit, c'est pas bon signe, quoi. Voilà. Pour la forme, c'est ok. Des questions pour la forme? Parce qu'on parle du document pivot, mais aussi, du coup, j'ai remarqué qu'il y avait souvent au moins un ou deux documents qui étaient difficilement rattachables au sujet quand même. Donc du coup, à part mettre une phrase qu'on a trouvée dans le document qu'on essaie de rattacher comme on peut au reste, du coup, ça peut être rapproché d'un ajout de ce dont vous venez de parler. Enfin, c'est un peu dur, comment on fait pour le... Alors, généralement, à l'époque où c'était une note de synthèse locale, le fameux document, ou les deux documents dont vous êtes en train de parler, c'était fait exprès. Donc, il s'agit de trouver les documents, généralement, c'est l'article de presse. Et cet article de presse-là, on prend la fameuse phrase dont j'ai parlé au début, qui essaie d'être assez représentative, et on la met dans l'introduction. Voilà, et c'est ce qu'une bonne partie des candidats faisaient. Généralement, c'est souvent les candidats qui ont raté une fois le CRFPA, qui ont compris la technique et qui le font en deuxième année. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on place, parce que vraiment, quand c'est vraiment des éléments factuels, généralement, dans les articles de presse, et généralement pas les meilleurs ou de très grande qualité, donc on les place dans l'introduction. Voilà. En même temps, sur le fond, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas grand... Enfin ouais, je sais pas. Alors... peut-être la technique pour, je sais pas, par exemple, voilà, voir directement qu'est-ce qui est essentiel dans chaque document. Ah oui, la stratégie. Peut-être une question de méthodologie. Alors, ouais, pour la méthodologie, au moment de l'examen, c'est là où il y a beaucoup de choses à faire et des bonnes techniques à avoir pour justement essayer d'avoir une bonne note. Mais sur le fond, essentiellement, bon déjà, il faut dire une chose, c'est que c'est une note de synthèse juridique. Donc nécessairement, il faudra citer les plus éléments juridiques. Donc, quand on parle d'une disposition légale, on cite l'alinéa quand il s'agit d'un alinéa, on ne cite pas que l'article. D'ailleurs, on n'écrit pas ART, on écrit article parce qu'il n'y a pas d'abréviation. Comme par exemple, on ne fait pas d'abréviation non plus pour les autorités administratives. Il y en a qui le font. Donc, on n'écrit pas c'est ça. HA, voilà. Et H, pour la haute autorité à transparence de la vie publique, on va écrire la haute autorité pour la transparence de la vie publique, entre parenthèses, si après, ouvrez les guillemets, la haute autorité, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Le pire, c'est l'Union Européenne. Mais en fait, on n'a pas le droit normalement. Voilà, tu peux pas dire UE, c'est que tu vas retrouver l'Union Européenne, l'Union La Européenne. CEDH, de la même manière, on n'a pas le droit. Donc, vraiment, quand c'est trop long, on peut se permettre d'écrire cette technique si après, et après de faire une abréviation. Mais normalement, c'est pas recommandé. Je sais plus ce qu'on disait. Après, je sais plus ce qu'on disait. Non, mais. Donc, ouais, sur la santé. Et donc, vraiment, le fond, là où ça pose le plus problème, c'est que généralement, les candidats ne font pas une note de synthèse, c'est-à-dire synthétiser, ils font un résumé. Et donc, généralement, ils ont oublié la moitié des éléments, et ils n'arrivent pas à faire le tri. Mais ce n'est pas un résumé qu'il faut faire, c'est vraiment une synthèse, c'est-à-dire, finalement, essayer d'apporter le plus d'éléments de fond et de forme en 4 pages. Et là, c'est une vraie note de synthèse. Et généralement, c'est ce sur quoi ils perdent des points, parce qu'il n'y a pas des retraits de points à proprement parler pour le fond. Mais en fait, il y a une grille de correction, et la grille de correction attendra nécessairement que certains éléments précis soient évoqués au sein même de la note et des développements. Et si ces éléments-là ne sont pas évoqués, eh bien, c'est des points en moins. Et donc, du coup, de facto, c'est encore des points qui ont été perdus sur d'autres éléments. Et on ne réussit pas sa note de synthèse. Donc, il faut vraiment être très attentif à ça et faire une note de synthèse, donc synthétiser et pas résumer. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas des petites astuces pour justement trouver ces éléments précis dans les documents? Est-ce que c'est peut-être les éléments qui nous paraissaient peut-être les moins importants qui finalement sont ces éléments précis qu'on entend? Est-ce que souvent, ou alors, je sais pas, il y a par exemple suivant les types documentés, soit des articles ou des arrêts ou des choses comme ça, les choses tu vois ce que je veux dire? Alors, dans la lecture, ça va se voir. Et si vous voulez, on peut passer à la technique de la note de synthèse au moment de l'épreuve. Allons-y gaiement. Donc, on a 5 heures. Les premières choses que l'on fait quand on commence la note de synthèse, déjà, quand on commence à l'heure précise, on a déjà fait son guide-ligne, on a déjà sorti ses stylos,
on a déjà sorti sa bouteille d'eau, même s'il n'est pas conseillé de boire pendant l'épreuve, quand on n'a pas l'heure d'aller aux toilettes. On a déjà sorti ce qu'on a Le fameux va Tubus pouvoir Gate. manger. Voilà. Merci Tibetsa pour la chronique. Mais Pau l'a appliqué aussi, je pense que ça s'est répandu dans d'autres sièges. Enfin, Pau en tout cas, oui. Ah bon, oui, Ouais. d'accord. Et donc, on a pris ces dispositions aussi. On est allé aux toilettes, on a évité de boire 10 litres de thé avant l'épreuve. On parle pas de justement les droits de l'homme d'accéder aux toilettes. Mais tu enfin, poseras la pendant question une demi-journée- subsidiairement au candidat tout à demi-journée. l'heure à Narvalo. Moi je trouve que c'est vraiment Ouais, c'est un traitement un dégradant. traitement inhumain et dégradant. Voilà, Oui, c'est ça. on peut Exactement. essayer, mais C'est quand même 5 heures, c'est quand même une demi-journée. Hein. Presque. Oui, mais à moins d'être incontinent, normalement, on peut se retenir Non, pendant une demi-heure. effectivement, il y a. Ça se fait, ça se fait. Non, alors, moi, je suis d'accord pour dire que c'est pas quelque chose de facile. Et si on doit venir 1 heure à l'avance et mettre plus d'1 heure à partir, ça fait 6h30 où il faut se retenir. Et généralement, c'est après un repas, parce que c'est tellement long qu'on a forcément mangé dans un temps proche. Et effectivement, c'est pas facile. Et effectivement, on a besoin de boire pour se sentir bien, pour pouvoir travailler. Donc, donc ça veut dire que ça relève d'une épreuve intellectuelle, mais aussi physique. Merci. Ah, mais c'est te remercie. la conclusion. Tu as Tu as droit droit d'avoir d'avoir une une petite intervention. Voilà, allez, on fait un bon gros bruit pour le micro, on sort les bières d'un coup. Parce que... D'ailleurs, est-ce qu'il aurait le droit de boire une petite binousse pendant la note de synthèse? Je crois que c'est le moment. Est-ce que l'arrêter C'est le moment. l'interdirait? Le bruit va avec la consommation. Allez. C'est ça, avec la radio Clément, c'est la convivialité. Allez, Voilà. tu peux pas vider le pack comme ça sur la table. Il aurait fallu un fût, un gros fût. C'est bon, on a tout vidé. Quel enfoiré. Ok, profite bien de ton dernier radio Clément. Regarde, ils sont 16, je peux te virer, il n'y a pas du problème. Oh. Non, je t'aime pas. Non, pas Pringles. Non, non, Non. pas Pringles, pas Pringles. Mais de... Bière chip, ça sert à rien. Tu seras jamais Jimbo dans mon cas. Bon, on reprend. Donc ça, c'est une technique qui a été qui est notamment donnée dans les prépas privées, notamment les prépas parisiennes. Donc, première chose qu'on fait, on prend sa montre, on pose sa montre à côté de soi, et sur une feuille de brouillon, on écrit un timer, en fait, sur lequel on va devoir se tenir. Donc on a 5 heures, on part du principe qu'on va devoir se corriger, donc se relire pendant moins un quart d'heure. Donc ça veut dire qu'on a 4h45, et donc on fait ça de manière dégressive. On va travailler l'intitulé du sujet et la table des matières pendant peut-être un quart d'heure, ou 10 minutes, supposons, mais ça vous le voir. Et donc on dit, par exemple, on commence à 8h, donc de 8h à 8h15, on lit l'intitulé, on lit la table des matières, et on essaye, a priori, d'identifier les documents pivots. Donc ça peut être plusieurs éléments, chacun a un peu sa technique, mais généralement ça va être un document transversal, qui ne passe pas 1 ou 2 pages, hein, il sera forcément plus long, et qui soit relativement récent, parce que ça permet d'avoir un feedback sur ce qui s'est passé avant. Et alors la technique que moi j'utilisais, c'est j'ouvrais en fait la note de synthèse et je regardais directement. Non, il n'y a pas de cas, je sais pas d'où ça vient. Okay. Et je regardais, en fait, je jetais quand même un œil au document parce que parfois, certains intitulés étaient trompeurs. Et, non, pas de soucis, vous en faites pas, je sais pas, vous avez vu ce qui s'est tombé, je sais pas, je sais pas. C'est sur l'armoire. Je crois que c'est la perruque. C'est un livre électronique. Appelle un exorciste. Ça sera la perruque. C'est pas possible. Vas-y, poursuis, pardon. Donc on essaie d'identifier les documents pivots et une technique qui est pratique, soit vous avez déjà des petits post-it et qui vous permet de marquer les pages, mais moi ce que je conseille de faire, c'est soit d'utiliser les post-it si c'est autorisé, soit de plier, en fait, de corner un angle du document, donc soit en bas, soit en haut, et d'écrire document 1, parce que vous passez votre temps à tourner les pages, des fois quand c'est la 30, 40, 50, vous cherchez où est le document 7, supposons, alors que si vous avez corné la page, vous avez écrit document 7, vous le retrouverez bien plus facilement. Ou alors vous avez le droit au post-it, et vous collez le post-it directement sur la page, et comme ça vous savez où sont vos documents, et vous pouvez plus facilement vous y référencer, et vous y référer, donc ça va bien plus vite. Donc on met, supposons, un quart d'heure à étudier la table des matières, à essayer de choisir le bon document, on essaie de les placer dans l'ordre,
on essaie de repérer les documents qui sont dits inutiles, les documents qu'on peut mettre dans une introduction, qu'on peut facilement bazarder. Et donc là, on est déjà, donc, quand on a écrit sur sa feuille, 8h, 8h15. Après 8h15, alors moi ce que je me disais, c'était il faut 2 heures pour rédiger. Alors, je prends un stylo, peut-être quelqu'un a un stylo. Non, là sur la table. Merci. Donc supposons on a 5 heures, c'est très organisé. Alors on commence à 8 heures, sachant que donc, de 5 heures à 8 heures, ça nous fait 13 heures. Oui. On finit à 13 heures. Ça veut dire que plus tard on finira à 13 heures. Ça veut dire qu'à midi 45, de 13 heures à midi 45, on relit. Et de 8 heures à 8h15, on prend connaissance du sujet. Ça veut dire qu'il me reste combien de temps? On a perdu une demi-heure déjà, donc il me reste 4h30. D'accord? On va mettre au moins 2 heures à rédiger parce qu'il s'agit de rendre la copie la plus propre possible. Donc de 12h45, on enlève 2 heures, ça fait midi 45. C'est-à-dire qu'à midi 45, dernier carat, il va falloir 10h45. À 10h45, dernier carat, il faudra commencer à écrire. Sachant que c'est normalement le temps sur lequel on ne peut absolument pas déroger. Parce que certains candidats, en fait, se disent pas grave, je lis plus et j'écrirai moins, j'écrirai plus vite. Ben, c'est surtout pas l'erreur à commettre. Et on va se dire, il nous faut peut-être, si on se débrouille bien, 30 minutes max pour faire un plan et sa problématique. Donc ça veut dire que à 10h15, entre 10h15 et 10h45, on fait sa problématique. Et là, c'est pas compliqué, il nous reste techniquement 2 heures pour prendre connaissance des documents. Et ça, il faut vraiment s'y tenir. Ça veut dire que dès qu'on voit qu'on dépasse 10h15, on lâche les documents et on s'attaque à la problématique. Et donc, il y a une technique forcément pour lire les documents que je vais vous dévoiler. Ouh là là, attention, le suspense. Attendez, en exclusivité mondiale, il y a avant tout le monde sur Radio Clemens, la technique de Madame. Bon, vous avez pris vos documents pivot, vous avez trouvé vos documents pivot. Et dans les documents, il faut essayer de repérer donc, les documents qui évoquent tant le fond que la forme, donc les documents factuels et la fois juridique. Et on commence d'abord par regarder les titres. Quand il y a un plan, on regarde le plan. Quand il y a des éléments en gras, on les en lisse, en gras. Quand il y a des éléments en italique, on lisse en italique. Quand il y a des petits encarts, des fois dans la presse, ils font des petits encarts avec les chiffres. Ça, c'est très pratique pour faire de la forme. Et donc, en fait, on va essayer de s'atteler sur un document, sur les documents à chaque fois, mais sur chaque document, à regarder ce que l'auteur a voulu mettre en avant. Donc soit parce que ça sera un italique, soit parce que ça sera un gras, soit parce que ça sera un titre, etc. etc. Et ça, c'est une manière de le dire de manière transversale un document. Après, quand c'est pas suffisant, sur chaque paragraphe, on lit le début du paragraphe, on lit la fin du paragraphe, on évite de lire ce qu'il y a au milieu. Parce que généralement, ça suffit. Voilà. Et donc ça, quand on lit comme ça va bien plus vite. Donc déjà, c'est une bonne manière de prendre connaissance du document. Ensuite, on regarde bien la page cornée, comme ça on sait où on en est, etc. Et en même temps, sur sa feuille, cette fameuse feuille où on a mis son timer, on a écrit à côté, avant même de commencer l'épreuve, parce qu'on s'y est préparé, mais supposons 15 documents, donc on écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, etc. Et quand on a commencé à les lire, parce qu'il faut en avoir tous pris connaissance pour pouvoir faire sa note de synthèse, dès qu'on a lu le document 1, on le barre, document 2, on le barre, document 3, on le barre. Et ça, on le fait plusieurs fois. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, donc plusieurs lignes avec plusieurs fois le numéro de ces documents, parce qu'on va revenir à chaque fois pour vérifier si on a effectivement lu les documents, vérifié les documents, mis les documents dans notre plan qu'on aura préparé, le plan détaillé, et écrit les documents dans la note de synthèse. Donc à chaque fois, on les rebarrera, ces documents. Et donc une fois qu'on a pris en compte ces documents, enfin avant d'avoir pris en compte ces documents, on prend une feuille, et alors ça c'est la technique d'un des professeurs toulousains, qui paraît difficile à appliquer, mais qui est, moi je trouve au final très efficace. On fait un document, on prend une feuille en format paysage et on essaye de noter les documents en colonne. Donc les éléments de fond et les éléments de forme. Vas-y, il n'y a pas de... Donc on note, par exemple, on a trouvé le document pivot, on marque document 1, c'est document pivot, on essaie de mettre le plus d'éléments possible, donc c'est d'où l'intérêt de trouver le document pivot. Et donc les éléments de forme et les éléments de fond, certains font 2 colonnes, d'autres écrivent avec deux stylos différents. Moi je ne conseille pas de mettre trop de stylos parce qu'on finit par perdre du temps à échanger les stylos. Et après, supposons le document 2 bien préciser le document 1, on écrit donc dans l'autre colonne les éléments du document 2, les éléments du document 3 qui complètent, les éléments du document 4. En fait, ça permet justement de synthétiser. C'est comme ça qu'on synthétise. Parce que du coup, vous avez des éléments extrêmement condensés. Et moi, je sais que par exemple, sur cette fameuse grille prise en format paysage, je me disais, je ne peux pas avoir plus de 4 pages. Parce que si j'écris plus de 4 pages, c'est quelque chose que je n'aurais pas en termes de volume d'information, je ne pourrais pas réussir dans ma note de synthèse. Donc en fait, ça me forçait à faire le tri quand je faisais la prise de notes. Parce que je me disais, là, ça va dépasser.
Donc c'est pas la peine. Et une chose aussi importante, j'écrivais avec une autre couleur, une définition. Parce que généralement, il y a forcément une définition à trouver dans le document. Et une fois qu'on l'a trouvée, parfois elle est définie, donc le terme est défini plusieurs fois. Je les écrivais pour pas avoir à les rechercher dans mes tableaux au moment de la rédaction. On gagne du temps comme ça. Voilà. Des questions sur le fond? Ça... Ah, c'est Tips, tu parles vraiment tellement bien ce pseudo. Non, moi je pense que ça a été complet. Ouais. Et après, une fois qu'on a fait ça, on passe donc à la problématique. Généralement, la problématique, elle était contenue dans les documents. Bon, là, il n'y a plus d'exigence sur la problématique, donc peut-être une problématique peut-être un peu plus informelle, une problématique quand même, et le plan. Alors, soit le plan, il émane directement des documents. Avant, c'était le cas. Là, vu que c'est une épreuve nationale, pour l'instant, on ne sait pas. Et si on n'arrive pas à trouver le plan, donc les parties, on essaye de réfléchir et soit de faire 4 blocs ou 8 blocs. Si c'est 8 blocs, on les réunit en 4. Si c'est 4 blocs, on les réunit en 2. Ça permet, alors ça, mais là par contre, ça appartient au candidat, donc il n'y a pas vraiment d'explication à avoir là-dessus. Et après, on se met à rédiger, et vraiment, on fait attention au temps, puisqu'il va nous rester un quart d'heure pour relire, et il faut vraiment absolument relire, parce que des fois, même des petites fautes d'inattention, il suffit d'en faire 4, et on a déjà perdu un point. Donc voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'ai dit. Moi, je dis merci beaucoup, madame. Sincèrement. Alors, on a bien papoté. Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions, il faut savoir qu'on est déjà à 1 heure, on a dépassé l'heure. Mais c'est pas grave, moi je veux que ça soit enrichissant pour les auditeurs, et je pense vraiment que ça l'a été. On a insisté sur des points sur lesquels je pense que beaucoup de correcteurs en amphithéâtre n'insistent pas assez. Est-ce que vous avez d'autres... ça ne me dérange pas qu'on dépasse. En tout cas, vous avez des questions. J'espère sincèrement, madame, que tu continueras à être membre de l'équipe de Radio Clément. D'ailleurs, tu vas l'être tout de suite pour l'émission. Déjà, Radio Clément numéro 12. Ça va vite, ça monte à une folie. Bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va rester là sur le niveau de synthèse. Si vous avez des questions, je les passerai le plus volontiers du monde à madame. Donc voilà, on y reviendra. On va aller chercher Narvalo pour la suite de l'émission. D'abord, on va faire une pause méritée. Là, je crois que tout le monde a besoin de s'aérer un petit peu. Et écoutez, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à nous écrire. Et on se dit à très bientôt. Vous êtes sur Radio Clémence. Restez avec nous et le super son de 70s continue.